Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver câblés sur Gabon Première pour vous informer. Nous démarrons ce journal avec le séjour du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, à Makoko, qui a inauguré la 6e compagnie d'incendie et de secours. Les temps forts dans ce reportage de la communication présidentielle. Au cœur de l'Ogooué-Ivindo, Makoko s'impose comme l'une des destinations les plus authentiques du Gabon. La ville, traversée par le cours d'eau de l'Ivindo, séduit par la poésie de ses paysages fluviaux. Le président de la République ici arrive en immersion pour une série d'inaugurations et de visites de chantier. Et comme promis durant la transition, la 6e compagnie d'incendie et de secours est bien là, offerte dans toute sa splendeur. Son architecture moderne et son implantation stratégique, elle participe à l'amélioration du cadre urbain et à l'image d'une ville qui se modernise. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous exprimons notre profonde gratitude pour cette réalisation majeure. Elle s'inscrit dans la dynamique de développement de Makoko et traduit concrètement votre volonté à transformer durablement nos villes et d'améliorer les conditions de vie des populations. L'inauguration du nouveau complexe de secours est la matérialisation d'une promesse du chef de l'État aux populations ogivines. L'infrastructure encore toute fraîche répond à une exigence majeure de sécurité civile pour les populations de Makoko et bien au-delà. Il me revient également de saluer l'engagement de l'entreprise de BTP gabonaise Ecobat Inda, à qui fut confiée la réalisation de ce bel ouvrage. Depuis le lancement des travaux le 6 juin 2024, ces équipes ont su façonner le béton 18 mois durant pour faire sortir de terre ce centre de secours aujourd'hui livré à la nation. Je veux ici rendre hommage à la main-d'œuvre locale qui, jour après jour, a façonné ce chantier et donné forme à l'ambition républicaine. Longtemps confronté à l'absence des moyens d'intervention rapide face aux incendies, aux accidents et aux catastrophes, la ville de Makoko se dote désormais d'un outil stratégique de protection des personnes et des biens. L'unité de secours compte une dizaine de bureaux, un espace santé, un dortoir de 60 places, un plateau sportif, une salle de sport, mais aussi 4 villas entièrement équipées et réservées au personnel qui viennent renforcer la capacité de réponse de l'État dans une province vaste, forestière et parfois difficile d'accès où les délais d'intervention peuvent être déterminants. Il faut dire qu'après l'inauguration de la compagnie d'incendie et de secours, le chef de l'État a également procédé à l'inauguration officielle du projet de l'hôtel Belinga. L'infrastructure entièrement réhabilitée est désormais prête au service. Retrouvons la communication présidentielle. L'hôtel Belinga de Makoko, c'est ce joyau architectural. La structure entièrement réhabilitée offre un nouveau visage à la capitale provinciale de l'Ogooué-Ivindo, désormais ouverte à la modernité. Longtemps en sommeil, le Belinga renaît aujourd'hui comme un établissement hôtelier de standing appelé à devenir une référence dans le nord-est du Gabon. 3 suites de haut standing, dont une suite présidentielle. 14 chambres VIP. 35 chambres standards. L'établissement intègre désormais une piscine flambant neuve, 2 salles de réception, dont l'une en cours de construction pourra accueillir plus de 600 personnes. Au-delà de son éclat architectural, la réhabilitation de l'hôtel Belinga s'impose comme un puissant levier socio-économique pour Makoko et ses environs. Et comme préconisé par le chef de l'État, la priorité ici a été portée sur l'emploi des jeunes. La remise en service de cet hôtel constitue bien une opportunité d'emploi direct pour plusieurs dizaines de jeunes Gabonais, auxquels s'ajouteront de nombreux emplois indirects liés à la sous-traitance, à l'approvisionnement et aux services annexes.
Pour une province confrontée au défi de l'insertion professionnelle des jeunes, l'impact est concret et immédiat. La réalisation du projet a également mobilisé plusieurs entreprises nationales et locales actives dans le BTP. Ce chantier, Monsieur le Président, a été également une réussite sociale. Près de 80 travailleurs, femmes et hommes ont été mobilisés. Les jeunes Gabonais ont pu effectuer leur stage durant ce chantier, se formant notamment au métier de l'électricité, de la plomberie et du bâtiment. Avec cette infrastructure, Makoko se positionne désormais comme une destination capable d'accueillir dignement officiels, investisseurs, touristes, opérateurs économiques et événements institutionnels. Sa réhabilitation, avec ses innovations ultramodernes et ses services de qualité, cadre parfaitement avec votre vision. Cet établissement hôtelier, qui vient donner un nouveau sourire aux populations ojuvines, apparaît aujourd'hui comme un levier stratégique de transformation économique car elle contribuera à promouvoir le tourisme local et international dans la région du nord-est du Gabon, créer des emplois et dynamiser l'économie locale, valoriser le patrimoine naturel, culturel et artisanal. À proximité du parc national de Livindo, des chutes de Congo et des sites écotouristiques majeurs, l'hôtel Belinga Palace devient une pièce maîtresse de la chaîne touristique régionale. Plus qu'une simple structure hôtelière, le Belinga Nouveau est le symbole fort du développement local souhaité par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Un développement qui allie infrastructures modernes, création d'emplois, valorisation des compétences nationales et amélioration du cadre de vie des populations. De retour à Libreville, la reprise des cours est-elle effective sur le territoire national? Dans la capitale gabonaise, notre reporter Yannick Menga a recueilli le ressenti des concernés. Suivons ce reportage. La reprise des cours est-elle effective dans les écoles, collèges et lycées publics? Le constat est fait aux grandes dames des principaux concernés, les élèves. Parce qu'il n'y a pas de prof, on est là depuis les vacances. On devait reprendre l'école le 5. Le 5, on vient à l'école, il n'y a pas cours. On nous dit rentrer à la maison, revenez dès on vient, il n'y a toujours pas cours. On nous dit qu'il y a certains profs qui ont signé pour venir faire cours sans avoir leur argent. Mais on se rend compte qu'on vient le lundi, il n'y a pas cours. Sur peut-être 46 profs, il y a peut-être 5 profs qui sont présents. Et pour ce qui est des classes d'examen, le constat est celui-là. Il y a certaines terminales qui ont cours, certaines. Les troisièmes, bon, les troisièmes, il n'y a pas vraiment l'engouement chez les troisièmes. On a été, il y avait juste un prof. Aujourd'hui, du coup, nos profs sont venus, mais ils ont dit qu'on aura plus. Pour les 6e, 5e et 4e des collèges et lycées, la tendance résonne comme suite. Les cours n'ont pas commencé. Vous êtes ici depuis quelle heure? Depuis 7 heures. Et depuis 7 heures, il y a des professeurs ou il n'y a pas du tout de professeurs? Vous êtes là depuis quelle heure ce matin? 7 heures. Depuis 7 heures, il n'y a pas de professeurs? On demande de venir à l'école. La conclusion est qu'au niveau des élèves, comme celui des professeurs, Chacun son emploi du temps. Pour ce qui est des écoles primaires, le constat est plus ou moins le même. Classe vide ou peu remplie et la majeure partie des enseignants absents. Nous restons dans le domaine de l'éducation pour évoquer la question du respect des normes internationales en matière d'éducation qui se pose avec acuité. Certes, l'UNESCO ne prévoit pas de sanctions directes contre les États, mais le non-respect des standards qu'elle établit peut entraîner des conséquences significatives. Suivons ce reportage. Depuis plusieurs semaines, le secteur de l'enseignement au Gabon est marqué par un mouvement de grève des enseignants, entraînant une interruption prolongée des activités pédagogiques. Si les revendications portant sur l'amélioration des conditions de vie et de travail ont rencontré la volonté des autorités gouvernementales en charge du dossier de résoudre au plus vite ces écueils, certains préalables administratifs et budgétaires constituent un processus conforme aux traditions réglementaires. Or, selon les normes établies par l'UNESCO, la validation d'une année académique est conditionnée au respect d'un nombre minimal de semaines effectives de cours.
Une interruption prolongée des enseignements expose ainsi le système éducatif au risque d'une année dite blanche. L'UNESCO ne prévoit pas de sanctions directes à l'encontre des États dans une telle situation. Toutefois, le non-respect des standards internationaux peut entraîner la non-validation de l'année académique. Il peut également fragiliser la reconnaissance des diplômes à l'échelle internationale et affecter la crédibilité du système éducatif national. Par ailleurs, une année blanche peut avoir des répercussions indirectes sur les partenariats éducatifs et sur l'appui des partenaires techniques et financiers, souvent attentifs au respect des normes internationales en matière d'éducation. Face à ces enjeux majeurs, enseignants et autorités sont appelés à intensifier le dialogue afin de parvenir dans les meilleurs délais à un accord permettant d'assurer la continuité du service public de l'éducation et de préserver le droit des apprenants à une formation conforme aux standards internationaux. Il est donc clair que l'enjeu dépasse désormais le cadre des revendications sociales. Il concerne la crédibilité et l'avenir de l'école gabonaise. Quant au gouvernement gabonais qui a annoncé la reprise des cours hier sur l'ensemble du territoire national, de façon générale, élèves et enseignants ont repris timidement le chemin des classes. Reportage. Tout en n'étant pas sourds à l'annonce officielle de la reprise des cours, certains enseignants sont restés droits dans leurs bottes, malgré la tendance générale à la réouverture des salles de classe. C'est un barreau d'honneur selon plusieurs observateurs, alors qu'un cadre formel de concertation et de négociation collective a été officiellement institué par les pouvoirs publics. Ces échanges qui ont conduit à la mise en place d'une commission tripartite et d'un comité de suivi placé sous la coordination du vice-président du gouvernement, avec la participation des parents d'élèves. L'objectif est de suivre la mise en œuvre de ces engagements pris lors des discussions. Selon une part de ces enseignants qui oscillaient entre hésitation et volonté de reprendre, un préalable restait non négligeable: la libération de leurs camarades arrêtés et placés sous écrou ces derniers jours dans le cadre du mouvement social. Pour les syndicats, notamment SOS Éducation, il s'agissait d'un préalable essentiel au retour à la normale. Ils estimaient que la poursuite du dialogue ne pouvait se faire dans un climat qu'ils jugeaient marqué par des mesures de coercition incompatibles avec un climat de dialogue social apaisé. Face à cette situation, les autorités gouvernementales en charge du dossier se sont voulues rassurantes sur toute la ligne. Les revendications des enseignants ont, selon elles, rencontré un assentiment de principe et de dialogue reste ouvert. L'exécutif a précisé que la décision de reprise des cours procède de ses prérogatives régaliennes en matière d'organisation de services publics de l'éducation conformément au cadre juridique en vigueur. Elle vise également à préserver le calendrier scolaire et à limiter les conséquences du mouvement sur l'année académique. Par ailleurs, une éventuelle libération dans les prochaines heures ou dans les prochains jours des syndicalistes Marcel Libama et Simon Ndongezo constituerait une garantie de volonté de poursuivre le dialogue social. Ce dernier rebondissement devrait donner un coup d'accélération vers l'atteinte de l'épilogue de ce conflit social dans un climat pacifique et concerté dans le respect des libertés syndicales et de l'état de droit. Pour sa part, le ministre du Pétrole a eu une séance de travail avec les membres de la Convention des entreprises pétrolières autochtones du Gabon au centre des échanges, l'industrie pétrolière et autres préoccupations. Jean de Dieu Gomes et Pierre Claverella nous font le point. Face aux responsables des entreprises pétrolières autochtones du Gabon, le ministre du Pétrole et du Gaz, Clotaire Kondja, a échangé avec ces derniers sur plusieurs préoccupations, dont le décret d'application 232 du 10 secteur. Le décret 232 devrait être en application depuis un certain temps. Malheureusement, certains opérateurs ne l'appliquent pas. C'est pourquoi on a voulu rappeler au ministre qu'il faut qu'il s'assure que ce décret est appliqué pour permettre à ce que le développement industriel du pays et en particulier de les parties locales se fasse
dans les conditions normales, les conditions normales de progrès de notre industrie. Les membres de ces entreprises ont entre autres évoqué le code des hydrocarbures et le contenu local. Vous savez que notre industrie produit 65% du budget national. Et il faudrait qu'avec le nouveau ministre, on se mette d'accord, on se mette en entente sur ce qu'on attend de nous et ce qu'on attend de lui pour faire la promotion de notre industrie. Cette série d'échanges initiée par Clotaire Condja se poursuivra avec d'autres entités du secteur pétrolier et gazier. Parlons également de la transformation locale du manganèse dans exactement 3 ans. Mais à l'approche de cette date, la partie gabonaise, la France et le groupe Eramet ont eu une séance de travail pour une meilleure mise en œuvre de cette décision gouvernementale. Jean-Augustin Ndiengui et Jean-Pierre Moussouami pour nous faire le point. Les ministères gabonais de l'Industrie, de la Planification et des Mines, aux côtés du diplomate français accrédité au Gabon, et le groupe Eramet intervenant par visioconférence réunis pour échanger sur le renforcement des accords économiques, notamment autour de la transformation locale du manganèse. Nous avons donc pris un peu de temps aujourd'hui pour discuter avec Eramet, la Comilog, en présence de l'ambassadeur, son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France, pour voir quel était l'état d'avancement de cet ambitieux programme et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour accélérer ce partenariat que nous sommes en train de développer de manière à avoir la capacité locale d'accélérer la transformation du manganèse dans notre pays. Ces consultations techniques s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la décision gouvernementale qui a pour objectif de maximiser la valeur ajoutée du minerai sur le territoire national. Nous avons demandé de nous envoyer déjà un plan d'action concret qui va nous permettre d'apprécier les défis qui vont se présenter, aussi bien en matière de transformation, mais également de création d'emplois. C'est un processus que nous entamons. Et nous avons bon espoir que nous allons atteindre nos objectifs. C'est des objectifs à moyen terme et nous nous donnons les moyens de les atteindre. Il convient de rappeler que l'interdiction de l'exportation du manganèse brut entrera en vigueur dès le 1er janvier 2029. Le centre de traitement et de valorisation des ordures d'un coltan prend forme. La matérialisation de ce chantier est l'œuvre de l'entreprise Meka Service. Le projet devrait régler la problématique des ordures ménagères dans le Grand Libreville. Reportage. Ici, Saint-Coltan, PK25 sur la Nationale 1. Sur ce site en plein travaux, la construction du nouveau centre de traitement et de valorisation des ordures ménagères avance bien. Le projet marque une avancée structurante dans la politique nationale de gestion durable des déchets. Donc c'est un projet qui va être réalisé sur une surface au sol de 75 hectares et qui aura à terme la possibilité d'absorber tous les déchets ménagers du Grand Libreville sur une durée d'une 30aine d'années à peu près. Implanté à proximité du Grand Libreville qui concentre plus de 60% de la population urbaine du pays, le projet vient répondre à une urgence environnementale, sanitaire, mais aussi urbaine devenue critique. Chaque jour, le Grand Libreville produit en moyenne 700 à 900 tonnes d'ordures ménagères, dont une large part est encore dirigée vers des sites de stockage saturés ou des dépôts anarchiques. Le projet, grosso modo tel qu'il a été présenté, c'est donc un système ou des installations qui vont être faites selon les normes en la matière. C'est un projet à forte connotation environnementale. Donc ce sera des grands bassins avec un système de filtration en dessous et également un système de captation pour tout ce qui est lixivia. Au-delà de son rôle environnemental, le projet d'un coltan constitue un véritable levier de développement économique. Il s'impose comme un atout majeur de transformation sociale pour les populations locales. Avant, c'était compliqué pour y accéder à la plaine Ayémé. Aujourd'hui, nous pensons que ces travaux sont la bienvenue. À l'image de ces voies bétonnées qui l'accompagnent, la réalisation des routes secondaires en béton
dans cette zone longtemps oubliée, renforce le désenclavement des localités environnantes, améliore la mobilité tout en facilitant l'accès aux services sociaux de base. Ça fait plus de 50 ans que je suis dans le village là. Mais aujourd'hui, c'est une grâce de voir vraiment aujourd'hui qu'on a déjà une route. Je remercie au président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Les gens qui disent qu'ils ne voient pas ce que le président fait, ils sont encore aveugles. Mais nous, on voit vraiment ce que le président fait. Même pendant ces 2 ans de la transition, on a vu comment les choses bougent dans toutes les 9 provinces. Or, jusqu'à présent, vraiment, on voit que vraiment les choses bougent. La mise en œuvre de ces investissements incarne une approche intégrée du développement portée par la vision du président Brice Clotaire Oligui Nguema, où infrastructure, inclusion sociale et bien-être des populations avancent de concert vers la félicité d'un pays déterminé à se hisser encore plus haut dans le concert des nations qui comptent dans le monde. L'information, c'est aussi la célébration de la Journée mondiale de la télévision. Hier, nous magnifions un siècle d'images, mais que reste-t-il de la petite lucarne à l'heure de l'hyperconnexion? Tentative de réponse dans ce reportage de Ruth Msanzou Mignolet. Au début, elle était un meuble, le cœur battant du salon autour duquel on se réunissait religieusement pour voir le monde s'inviter chez soi. Pendant un demi-siècle, la télévision a imposé son rythme, celui du rendez-vous de la grande messe, du journal télévisé, un média de masse, parfois critiqué pour son pouvoir, mais garant d'un socle culturel commun. 100 ans plus tard, la forme a changé, le signal hertzien a laissé place à la fibre et à la consommation linéaire, à la demande permanente. La télévision ne se regarde plus seulement, elle se consomme partout, tout le temps. Pourtant, l'essentiel demeure la force de l'image et la responsabilité de celui qui la cadre. À l'ère des fake news et de l'immédiateté radicale, la déontologie est le premier rempart vérifié, hiérarchisé, expliqué. Les piliers du journalisme télévisé sont plus cruciaux en 2026 qu'ils ne l'étaient en 1926. Car si l'outil est devenu technologique, la confiance du téléspectateur, elle, reste une valeur humaine fragile et précieuse. À 100 ans, la télévision ne s'éteint pas, elle se réinvente. Témoin du passé, elle reste notre fenêtre ouverte. À 100 ans, la télévision ne s'éteint pas, elle se réinvente. Témoin du passé, elle reste notre fenêtre ouverte sur un futur que nous écrivons, image après image. Allons-y à l'intérieur du pays, dans le Haut-Ogooué à Franceville, où la commune bénéficie des travaux d'ouverture des voies secondaires par la mairie de la dite localité avec l'appui du gouvernement de la République. Wilson Wobakassa pour le reportage. Lancé en fin octobre et début novembre 2025 dans les 3e et 4e arrondissements par l'ancienne équipe municipale de la transition, les travaux d'ouverture des voies secondaires dans la commune de Franceville, réalisés par la société Okouman, une entreprise gabonaise, se poursuivent en toute sérénité ici au quartier Lekeï, à la grande satisfaction des riverains du 1er arrondissement. C'était catastrophique parce que les gens ne pouvaient pas passer, parce que les eaux prenaient, c'est-à-dire tous les parties. Il y avait des glissades, on ne peut pas amener même la voiture. L'État nous a envoyé les gens ici là pour venir travailler. C'est vrai, on est contente, beaucoup contente, parce que sans la route, quelqu'un ne peut pas se déplacer. Résidente dans ce quartier depuis 2000, Hortense Anchimava remercie le bon Dieu d'avoir touché la sensibilité des autorités compétentes pour cette initiative. Très franchement, je ne sais pas si c'est un rêve. Et je me suis fatiguée et allée voir les maires. À chaque fois, je demandais les audiences. À chaque fois, j'allais à la mairie. J'ai dit, mais nous, on ne peut pas être dans votre arrondissement et rester sans la route. Si franchement, Dieu a touché le cœur de ces des hommes de l'État pour nous aider en route, pour la route. Très franchement, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur le protège. Mais je remercie le président Oligui
pour ce qu'il a fait de nous sur la route là. Malgré les quelques difficultés rencontrées, les travaux connaissent du moins une progression significative en moins d'une semaine de leur lancement. Petite difficulté avec les riverains par rapport aux installations anarchiques, les tuyaux d'eau, les câbles d'électricité. Notons que cette voie de communication va faciliter la fluidité du trafic entre la halte Kaderi et la voie principale de la caisse. Nous restons à Franceville cette fois pour parler de cette journée scientifique de l'Université des sciences et techniques de Massoukou. Pour avoir plus d'explications, suivons ce reportage de Guy Madjoupa Sangouetaba et Joël Adjaï. Lieu de rencontre et d'échanges scientifiques autour des enjeux majeurs de la recherche contemporaine, cette édition 2026 des Journées scientifiques de l'Université de Massoukou est organisée sous le thème « Science, éthique et déontologie ». Le thème retenu pour cette édition invite chacun de nous à une réflexion approfondie sur les valeurs fondamentales qui doivent guider l'activité scientifique. L'éthique et la déontologie ne sont pas des contraintes, mais des piliers essentiels à la crédibilité et de la qualité de la recherche. Cette troisième journée scientifique, elle marque le lancement du jubilé des 40 ans de l'USTM, un anniversaire sous le sceau de la mémoire, du savoir et de l'action. Nous lançons la commémoration de ces 40 ans avec les troisièmes journées scientifiques de notre institution. Car depuis sa création, l'USTM est demeuré le socle du savoir scientifique au Gabon. Une institution qui allie rigueur académique et engagement pour le développement durable. Étalé sur toute l'année, le jubilé des 40 ans de l'USTM offre l'occasion d'un retour sur l'histoire de cette institution, désormais berceau des sciences appliquées et de la technologie au Gabon. L'USTM ne peut pas se contenter d'être seulement une université. Elle revendique d'être le symbole national d'excellence, un pôle de fierté et un creuset de compétences pour le futur, capable de produire du savoir, d'innover et d'entreprendre. Placé sous le thème « Héritage et futur », le jubilé des 40 ans de l'USTM a été lancé en présence du préfet de Lampassa, représentant le gouverneur du Haut-Togoé. Même son de cloche dans la province du Wellington à Minzik avec la journée de la littérature qui a permis de mettre en lumière l'importance de la culture et de la lecture dans l'éducation et la construction de la jeunesse. Candy Mekui pour nous faire le point. L'événement s'est ouvert par les allocutions du maire de la commune de Minzik et du proviseur du lycée Yabosolo, soulignant l'importance de la culture et de la lecture dans la formation de la jeunesse. Que cette manifestation soit le témoignage de la place que nous allons accorder à la culture dans nos activités pour que notre commune soit une ville culturelle. C'est avec un immense honneur que le lycée privé Adesol organise la cérémonie du jour, celle de la présentation solennelle du recueil de poésie Bel enfant de Viviane Magnagna-Nguema. Des sketchs éducatifs présentés par des élèves ont ensuite rythmé la cérémonie, illustrant les thèmes abordés dans l'ouvrage. Chaque matin, ma mère me dit je suis son coucou, je suis son petit cœur, je suis son homme. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle aussi a un petit cœur. Parents, amis et invités ont pris part aux échanges à travers une séance de questions-réponses témoignant de l'intérêt porté à cette œuvre littéraire. J'ai beaucoup aimé, j'ai échangé avec les élèves et j'ai été agréablement surpris de voir que tous mes poèmes ont été appris. Il y en a 20 dans le recueil et tous les 20 poèmes ont été appris par cœur. En ce qui concerne donc la création du club de poésie dans ce lycée, je suis partante, je reviendrai pour les soutenir. Belle enfance se veut un hommage à l'enfance et à ses valeurs dans un cadre solennel marqué par la forte mobilisation de la communauté éducative de Mindik. La page sportive, nous l'ouvrons avec l'ancienne ministre de la Jeunesse des Sports, chargée du rayonnement culturel, qui a tenu à communier une dernière fois avec ses anciens collaborateurs et souhaité tout le meilleur à son successeur. Reportage. Comité de revoir pour l'ancienne ministre des Sports, Dr Armand Longo, épouse Moulingui, aujourd'hui ministre de la Femme et des Affaires sociales.
Occasion pour Madame la ministre de féliciter son successeur, Paul Kessani. J'ai beaucoup appris de vous, parce que c'était mon premier poste dans un département ministériel, mais auprès de vous, j'ai beaucoup appris. Vous m'avez accompagné. Il y a eu beaucoup de projets initiés, certains aboutis et d'autres pas. Mais aujourd'hui, vous avez un nouveau ministre. Tout ce que je vous demande, c'est de l'accompagner comme vous m'avez accompagné. Après des mois passés à la tête de cet important département ministériel, la gratitude et la reconnaissance sont de mise. Et c'est votre maison. C'est à vous de poser les fondations. C'est à vous de la rendre visible. Je remercie tous les DG, compagnie. Merci beaucoup. Je peux partir tranquille parce que je sais que j'ai acquis beaucoup de compétences qui me permettront de bien manager le nouveau département ministériel qui m'a été confié. Agents et collaborateurs gardent le souvenir d'un chef rigoureux et humble. Voué à la tâche et toujours à l'écoute des propositions et suggestions. Le flambeau est passé. Place désormais à la structuration des projets pour redresser les différents secteurs des nouvelles fonctions qui lui sont assignées. Les fédérations de rollers et de rugby représentées par leurs présidents se sont livrées à l'exercice de présentation devant le ministre des Sports et ses collaborateurs. Les échanges francs et fructueux. Raïssa Lor, Meza Cédric Zendo. Pour la boucle de la série de rencontres de ce jour 3, les fédérations de rollers et de rugby ont été les dernières à être reçues. La Fédération gabonaise de roller sport, composée de 4 ligues affiliées, a mis sur la table du ministre des Sports, Paul-Ulrich Kessani, les préoccupations auxquelles son secteur fait face afin que les patins à roulettes suivent le cours des activités. La Fédération gabonaise œuvre sans pour autant médiatiser sur l'ensemble des actes qu'elle pose. La discipline au roller est très prisée par la jeunesse gabonaise. Elle se pratique sur l'étendue du territoire. Face à l'assistance intéressée plus qu'un essai libre, l'organisation de la Maison Rugby au Gabon a détaillé la conception autour de ce sport athlétique qui nécessite un accompagnement considérable pour parvenir à réaliser des exploits et le partage d'expériences. Avec une documentation et une photothèque datant de 1961 à nos jours, la FEGAR, totalement à jour, a su emballer son intervention et plaider pour ses rugbymen de haut niveau. Ce qui a mis un petit peu l'éveil au niveau de la fédération, c'est que depuis quelques années, on a 4 jeunes Gabonais, franco-gabonais, qui jouent en France et qui seraient fiers de représenter le Gabon dans un tournoi international. Ils ont U16, c'est-à-dire qu'ils ont moins de 16 ans, mais ils sont déjà dans des centres de formation de grands clubs tels que le Stade Toulousain, le Stade Rochelet, Clermont-Ferrand. Ce sont des gros centres de formation du top 14. Occasion de se féliciter de l'intérêt grandissant pour la balle ovale. Au niveau national, nous n'avons que des Gabonais dans les clubs, dans l'arbitrage, dans la formation. Rugby Afrique nous envoie des formateurs tous les ans, donc on progresse petit à petit. Mais maintenant, voilà, on est aux portes du niveau et il faut passer ce cap avec l'État et le ministre, et je compte sur lui pour ça. Au terme de la série de questions-réponses dans une ambiance chaleureuse, fédérations et ministères se sont donné rendez-vous pour le grand final qui verra le patron de la tutelle décliner la feuille de route définitive sur la base des échanges initiés pour considérer les réalités et spécificités de chaque discipline. Et ce communiqué qui nous émane de la Direction générale de Gabon Télévision en rapport avec la grève dans le secteur de l'audio public après la rencontre du ministre de la Communication et des Médias avec l'ensemble des personnels de Radio Gabon et Gabon Télévision le vendredi 23 janvier 2026. Les travaux avec les partenaires sociaux et directeurs généraux vont reprendre le mercredi 28 janvier 2026 à 11h. En attendant, pour la conclusion, les négociations, les directeurs généraux de Radio Gabon et Gabon Télévision rassurent les auditeurs, téléspectateurs et partenaires quant à la continuité du service public.
Et c'est sur ce communiqué que nous refermons cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et au revoir.